Boum! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal, ou le pire, pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact.
De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour 2 raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf. Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur 2 jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf, cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues. Considérons ceci, des vélociraptors comme animaux de compagnie. Promener son dino au parc du coin, jouer à la baballe, une chose qui serait possible aujourd'hui sans ce maudit astéroïde. Bon, mais nous avons les mammifères, ce qui, soyons honnêtes, est déjà plutôt pas mal. Mais voici la grande question. Pourquoi les reptiles n'ont-ils pas fait leur grand retour? Pourquoi les mammifères ont-ils fini par dominer? La réponse, que vous le croyez ou non, implique des champignons. Oui, ils causent le pied d'athlète, se propagent sur les restes de votre repas et ont anéanti les dinosaures. C'est là le rebondissement le plus étrange dans toute l'histoire de l'extinction. Tout a commencé il y a 66 millions d'années par une très mauvaise journée. Un astéroïde de 14 km de large s'est écrasé sur ce qui est aujourd'hui le Mexique. Cette roche spatiale se déplaçait si rapidement qu'elle s'est vaporisée à l'impact en créant un cratère faisant 10 fois sa taille. Si vous vous souvenez un peu de vos cours de physique, on ne vous juge pas si ce n'est pas le cas. Une grande vitesse signifie une énergie immense, et cette énergie s'est transformée en une onde de choc et en une chaleur si intense qu'elle a instantanément fait cuire tout ce qui se trouvait dans les environs. Et ça ne s'est pas arrêté là. De minuscules billets de roche en fusion se sont mis à pleuvoir sur la planète, générant une radiation équivalente à 20 millions de mégatonnes.
Les forêts ont pris feu, des incendies se sont déclarés sur tous les continents, et le ciel s'est rempli de suie et d'acide sulfurique. La Terre s'est transformée en une gigantesque friteuse. Puis il y a eu le blackout. Avec tous ces débris dans l'atmosphère, la moitié de la lumière du soleil ne pouvait plus atteindre la surface, ce qui a fait chuter les températures à la surface de la mer de 7 degrés Celsius. En seulement quelques semaines, la planète est entrée dans un véritable hiver d'impact. Il n'y a pas eu de lumière solaire pendant au moins 2 ans, et la Terre a connu un effondrement climatique qui a duré 15 ans, le temps que toute la poussière se dissipe lentement. 75% des espèces animales ont complètement disparu. Ceux qui ont survécu à l'explosion initiale ont dû faire face au tsunami, à la famine et à l'effondrement des chaînes alimentaires. Si vous étiez un grand animal de plus de 25 kg, vos chances étaient presque nulles. Et si vous étiez une plante, rayée de la carte. Sans lumière du soleil, pas de photosynthèse. Et pas de plancton, pas d'arbres, pas d'herbes. Et bien sûr, pas d'herbivores, donc pas de carnivores non plus. Cet effet domino a conduit directement à l'extinction. La Terre est devenue un cimetière froid et sombre. Mais un organisme se murmurait à soi-même « Oui, c'est parfait. Je veux parler des champignons. Les champignons prospèrent dans les environnements humides, sombres et en décomposition. Par exemple dans un monde recouvert de cendres, rempli d'arbres morts et d'animaux putréfiés. Sans lumière du soleil et avec des températures en chute libre, les champignons ont eu une occasion unique. Et ils se sont élevés. Les archives fossiles montrent une contamination fongique à grande échelle dans la période suivant directement l'impact. Ce fut un phénomène planétaire, comme un glaçage de moisissure sur un gâteau apocalyptique. C'était une excellente nouvelle pour les champignons, mais pas pour les reptiles. Vous voyez, il n'y a pas que des jolis champignons inoffensifs. Beaucoup sont pathogènes, et ils adorent les créatures à sang froid. Les reptiles, parmi lesquels quelques dinosaures ayant survécu, étaient ectothermes. Ils dépendaient de sources de chaleur externes pour réchauffer leur corps. Dans une situation normale, un joli rocher ensoleillé fait tout à fait l'affaire. Vous vous prélassez au soleil, vous augmentez votre température interne et vous combattez les infections. Comme avec une fièvre, mais contrairement aux mammifères comme nous, pour eux, la chaleur vient de l'extérieur. Et oui, nous sommes aussi des mammifères. Mais, il n'y avait pas de soleil, vous vous rappelez? Et des reptiles froids sont des reptiles lents. Leur métabolisme ralentit, ce qui pourrait sembler avantageux. Cela signifie en effet qu'ils peuvent survivre avec moins de nourriture et d'oxygène. Mais dans ce nouveau monde hostile, c'était une catastrophe. Ils avaient moins d'énergie pour se déplacer, moins d'énergie pour chasser, et ils ne pouvaient même pas digérer leur nourriture correctement. Leur corps était plus froid, plus faible, et donc plus sujet aux infections fongiques. La reproduction des reptiles fut également sérieusement affectée. La plupart pondent des œufs, qu'ils enterrent généralement dans le sol ou déposent dans des nids cachés. Mais dans un sol désormais humide, froid et infesté de spores fongiques, ces œufs étaient des proies faciles. Les spores pénétrèrent les coquilles et détruisèrent les embryons avant qu'ils puissent éclore. Donc, non seulement les reptiles adultes avaient du mal à combattre les infections, mais leur progéniture était décimée avant même de naître. Cette vulnérabilité n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Nous voyons encore aujourd'hui les reptiles et les amphibiens lutter contre les champignons. Il y a un type de champignon au nom imprononçable qui décime les populations de grenouilles. Et les reptiles dans les environnements plus froids ou mal entretenus doivent faire face à des infections fongiques cutanées. Ce qui nous amène aux grands gagnants de cette histoire, les mammifères. Au moment de l'impact, les mammifères étaient de petites créatures robustes, de la taille d'un rat. Mais ils avaient une arme secrète. En fait, plusieurs. Tout d'abord, les mammifères ont le sang chaud. Ils sont endothermes. Ils produisent leur propre chaleur corporelle et cela leur donne un avantage majeur, car la plupart des champignons ne peuvent pas tolérer des températures supérieures à 37 degrés Celsius. Ainsi, tandis que les reptiles gelaient et se transformaient en pâté pour champignons, les mammifères étaient protégés par la chaleur de leur corps. Ils disposaient d'une défense naturelle contre les infections. Et puis il y a la reproduction. Les mammifères portent leurs petits à l'intérieur de leur corps. Cela signifie que les bébés en développement sont en sécurité et au chaud, isolés des environnements hostiles, au lieu d'être exposés à un monde peu accueillant avec une mince coquille pour seule protection. Pas d'eux, pas de problème. Leur métabolisme est une autre arme secrète. Leurs systèmes énergétiques à combustion rapide leur permet de bouger plus, de mieux chasser et de manger à leur faim. Et comme à l'époque ils étaient petits, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de nourriture. Et voici le plus fascinant,
Les mammifères mangeaient probablement des champignons. Oui, les mêmes organismes qui détruisaient les reptiles. Ce régime fongique a peut-être aidé à renforcer leur système immunitaire, leur donnant un avantage évolutif. Au fil des générations, cette résistance s'est transmise, ce qui explique pourquoi les infections fongiques nous causent de petites éruptions cutanées et continuent de faire des ravages chez les reptiles. Bien sûr, tous les dinosaures n'avaient pas le sang froid. En fait, certaines des plus grosses créatures, comme le tyrannosaure, avaient le sang chaud, mais malheureusement, ils étaient trop gros. Et oui, les géants ont besoin de repas gigantesques. Et dans ce monde post-impact, la nourriture était rare. Avoir le sang chaud est une bonne chose, bien sûr, mais pas quand on est trop gros pour se nourrir. Pour les petits dinosaures, en revanche, les choses furent différentes. Ceux qui ont survécu sont devenus des oiseaux. Petits, ils étaient plus légers et avaient donc besoin de moins de nourriture, et leurs plumes les gardaient au chaud. Voler était également un avantage, car ils pouvaient se nourrir un peu partout. Leur bec et leur système digestif étaient adaptés à toute une variété de régimes alimentaires. Tandis que les gros dinosaures, eux, mangeaient à peu près toujours la même chose. L'évolution a fait son œuvre, et la ligne qui séparait les oiseaux des dinosaures s'est effacée. Voilà donc comment les mammifères ont réussi à survivre. Petite taille, un avantage. Reproduction sécurisée, un avantage. Régimes alimentaires divers, double avantage. Alors que le reste du monde était en suspens, les mammifères se faufilaient à travers les sous-bois, évitant les catastrophes et attendant que la poussière retombe. Et puis, c'est arrivé. Le soleil est finalement revenu. Les plantes ont recommencé à pousser. La vie a redémarré. Mais cette fois, les choses étaient différentes. La plupart des grands reptiles avaient disparu. Plus de prédateurs gigantesques. Plus de hordes grondantes de bêtes à cornes. Les mammifères avaient de la place pour s'étendre. Et ils l'ont fait. Ils ont grandi. Rapidement. Mais pas trop vite. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures, et ce n'est pas un hasard. Les grands herbivores d'aujourd'hui, comme les éléphants, ont un avantage. Leur nourriture ne s'enfuit pas. Mais les grands prédateurs sont rares, et ce n'est pas sans raison. La chasse est difficile. Votre proie vous voit venir. Vous ne pouvez donc pas être un grand idiot qui court dans tous les sens. En outre, il faut de l'énergie pour chasser, de l'endurance pour se battre et un métabolisme adapté. Et vous savez comment tout ça fonctionnait chez les dinosaures. Sans parler du fait que les os des mammifères ne sont pas construits comme ceux de ces gros reptiles. Ces derniers avaient des os creux, et même des poches d'air pour soutenir tout ce poids. Si vous mettez une trop grande masse sur le squelette d'un mammifère, il se brisera. La nature a ses limites, et les mammifères ont appris à les respecter. Donc, lorsque la lumière est revenue, les reptiles, moins nombreux et plus fragiles, vivaient dans les marges des écosystèmes. Les mammifères, en revanche, étaient de partout. Avant l'astéroïde, les dinosaures avaient empêché les mammifères de grandir, et maintenant ils n'avaient plus voix au chapitre. Ces géants partis, les mammifères ont enfin pu évoluer. Et les champignons? Eh bien, ils sont restés aussi, mais les mammifères avaient déjà passé le test ultime, et en étaient sortis victorieux. Grâce à leur chaleur corporelle, à leur gestation interne, à leurs régimes alimentaires flexibles, et à un petit coup de pouce de certains champignons mortels, les mammifères ont hérité de la Terre. Donc, oui, pas de vélociraptor de compagnie. Mais c'est peut-être une bonne chose, après tout. Vous avez un chat? C'est assez proche. Personnellement, je préfère les chiens. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires.